Je suis vraiment très heureuse d'être ici, parmi vous aujourd'hui. Je voulais aussi tout de suite vous demander de m'interrompre s'il y a quoi que ce soit. Si vous voulez, des fois je m'emporte et je vais un peu trop vite. Donc, interrompez-moi si vous avez des questions, des commentaires, si vous voyez quelque chose d'intéressant ou quoi que ce soit. J'ai pensé qu'on pourrait commencer rapidement par... voilà, si c'est peut-être un fauteuil un peu plus à l'aise que ce sur quoi vous êtes assis en ce moment. Mais j'ai pensé qu'on pourrait commencer par regarder rapidement les conditions auxquelles faisaient face les femmes artistes à la fin du 19e siècle, dans leur formation, mais aussi dans ce qui était attendu d'une femme, dans ce qui était attendu, ce qui était possible pour le déroulement d'une carrière pour une femme, puis ensuite de nous pencher sur les œuvres de Berthe Morisot et de Marie Cassatt. Et si on a le temps, à la fin, de parler des deux autres femmes qui sont encore moins connues que Berthe Morisot et Marie Cassatt, mais qui faisaient aussi partie du groupe des impressionnistes, qui sont Marie Bracquemond et Eva González. Pour nous, historiens et historiennes de l'art aujourd'hui, mais pour tout le monde qui s'intéresse à l'art et à l'histoire de l'art, ces femmes artistes sont en train de sortir de l'ombre. C'est vraiment grâce aux études féministes en histoire de l'art qui ont commencé à avoir lieu à partir des années 1970 à peu près, où elles ont été redécouvertes et elles commencent à avoir vraiment un franc succès, certaines d'entre elles. On peut penser à la grande exposition Morisot que peut-être certains d'entre vous avez vue à Québec l'été dernier, puis qui maintenant est au Texas, va en Philadelphie, puis va être à Paris aussi. Donc, quand on trace une histoire de l'impressionnisme, on commence toujours, très souvent, avec Édouard Manet, avec un tableau comme celui-ci. Et on parle alors de la transformation de la ville de Paris pendant ces années-là, sous le Second Empire. Le fait que Paris est en train de devenir de plus en plus une ville spectacle, une ville de loisirs, et surtout avec la construction d'endroits comme le Jardin des Tuileries. On utilise les écrits du poète Charles Baudelaire, grand ami de Manet, pour parler de la notion de modernité. C'est quoi l'expérience de la vie dans une ville moderne de comment représenter des préoccupations qui sont modernes. On ne peut plus parler de l'art de la même façon qu'on faisait de l'art au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle avant ça. Il se passe quelque chose de différent à Paris au XIXe et il faut montrer les choses de façon différente. Et pour Manet, pour Baudelaire aussi, le personnage emblématique de la modernité, c'est le flâneur. Alors, c'est qui le flâneur? C'est une sorte de dandy qui va se promener, il est bien habillé, comme on voit les personnages à gauche, là, les hommes à gauche avec la redingote noire, le chapeau de forme. Ils vont se promener dans Paris, ils sont libres de se promener dans Paris. Ils n'ont pas besoin de travailler, d'accord? C'est des gens qui sont d'une classe sociale assez aisée. Ils sont libres de se promener. Baudelaire les appelle des botanistes de l'asphalte. Et ils ont juste le loisir d'observer la ville, d'observer les gens autour d'eux, comment ils vivent, comment ils se promènent, de quoi ils ont l'air. Et d'une certaine façon, ces botanistes, ils sont à l'intérieur et à l'extérieur de cette foule. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'ils vont se représenter. Ils font partie de la foule, ils font partie de cette ville de Paris. En même temps, ils sont à l'extérieur. Et ça leur permet d'observer ce qui se passe et de pouvoir représenter cette nouvelle ville. Alors, Manet va se représenter dans ce tableau, ici, tout à fait à gauche. On le reconnaît, il est entouré de ses amis. Il y a plusieurs peintres. Il y a le musicien Offenbach, d'origine, là, pas le Offenbach du XXe siècle, qu'on retrouve ici. Il y a aussi Théophile Gautier. On reconnaît aussi Baudelaire, à peine, mais on le reconnaît. Et donc, il est entouré de tous ses amis flâneurs. Et vraiment, la façon dont il se représente, comme tout au bord du tableau, hein, il est coupé, il est à l'intérieur et à l'extérieur. Hein. C'est vraiment ce personnage observateur de la modernité. Fait qu'on parle de tout ça, de cette liberté de se promener, cette liberté de faire partie... Oh, OK. De cette liberté de faire partie de la foule, de la représenter, de ne pas avoir à travailler, de ne pas avoir à se soucier de beaucoup de trucs hein, quand on est flâneur. Mais on parle très peu de flâneuses. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les femmes? Et les choses sont très différentes pour une femme qui voudrait devenir artiste. Les artistes femmes n'ont pas accès à la même éducation. Donc, elles n'ont pas le droit de prendre des cours à l'Académie des Beaux-Arts, par exemple, qui est l'école pour devenir artiste qui est sponsorisée par l'État, donc qui serait gratuite, ou à peu près gratuite. Fait que si tu es femme et que tu veux devenir artiste, il faut soit que tu ailles avec un prof privé
ou alors dans une académie privée. Donc, il faut quand même venir d'une certaine classe sociale pour te permettre de faire ça. Une fois qu'elles sont là, elles n'ont pas accès à toutes sortes de choses, comme par exemple le modèle nu, qui fait partie de l'éducation artistique qui est de mise pour quelqu'un qui voudrait devenir un grand artiste. Marie Bracquemond, qui est donc une des artistes impressionnistes, elle a étudié avec le peintre Ingres, et elle dit que Ingres, il trouvait que les femmes n'avaient pas la persévérance ni le courage que ça prenait pour devenir des artistes sérieuses. Donc, c'est pas physique, hein, c'est pas dans la technique qu'elles seraient jamais capables, c'est pas à cause de leur conditionnement, c'est quelque chose qui fait partie de l'essence de la femme, d'accord, qui est bien intérieur à la femme, qui fait qu'elles sont pas capables d'arriver à ça. Donc, il y a une académie qui s'appelle l'Académie Julien, qui va offrir des cours aux femmes. Et ici, c'est l'artiste russe Marie Bashkirtsev qui représente l'Académie Julien, le cours pour les femmes. Et donc, le seul modèle auquel elles ont droit, donc c'est des enfants, c'est des gens qui ne vont pas... Parce qu'on ne voudrait pas qu'elles voient des hommes tout nus ou à moitié nus, parce que ça pourrait avoir des conséquences un peu pas très bonnes. Donc, parce qu'elles n'ont pas accès à ces choses-là, les femmes sont obligées de se tourner vers un genre de peinture qui est considéré inférieur au grand art à cette époque-là. Joseph Guichard, qui est le prof de dessin d'Edma et de Berthe Morisot. Donc, les sœurs Morisot, elles étaient 3 sœurs, et Edma et Berthe avaient beaucoup de talent et elles ont beaucoup travaillé ensemble. Donc, Joseph Guichard va dire « Avec des natures comme celles de vos filles, ce ne sont pas des petits talents d'agrément que mon enseignement leur procurera, elles deviendront des peintres. Vous rendez-vous bien compte de ce que cela veut dire ? Dans le milieu de la grande bourgeoisie, qui est le vôtre, ce sera une révolution. Je dirais presque une catastrophe. » Moi, la première fois que j'ai lu ça, c'était comme une révolution. Yes! Alors ça, c'est une catastrophe. Ce n'est pas la bonne sorte de révolution. Êtes-vous bien sûr de ne pas me maudire un jour? Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour les femmes qui ont accès à cette éducation privée, il y a quelque chose qui est attendu d'une femme de cette classe sociale-là. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez apprendre à dessiner puis à peindre des petites fleurs puis des petites choses gentilles, c'est correct, mais c'est une peinture d'agrément. En faire une carrière, pas question. D'accord? Ça serait une catastrophe. Parce que, pourquoi? Parce qu'une femme est censée être à la maison, se marier, avoir des enfants, s'occuper du foyer et ne pas chercher à faire carrière. Et en effet, ce qui va se passer, c'est que quand Edma va se marier, elle va justement arrêter de peindre, elle va abandonner sa carrière de peintre, alors que Berthe Morisot, elle aussi va se marier, mais elle va continuer à peindre. Elle va en fait se marier au frère de Manet, et qui, elle a de la chance en fait, ou c'est peut-être pour ça qu'elle l'a choisi, il va vraiment soutenir et être un grand supporter de sa carrière artistique. Donc d'une part, c'est correct de faire de la peinture d'agrément, de prendre ça comme un passe-temps, d'accord? C'est ok, c'est gentil, c'est joli, mais de faire ça de façon sérieuse, absolument pas. Donc, Marie Bashkirtsev, l'autre entrave, c'est qu'elles n'ont pas accès à l'extérieur, à cette liberté de se promener à l'extérieur de la façon dont le fait le flâneur. Et Marie Bashkirtsev, elle-même écrit dans son journal, « Ce que j'ai envie, c'est la liberté de se promener tout seul, d'aller, de venir, de s'asseoir sur les bancs du Jardin des Tuileries et surtout du Luxembourg, de s'arrêter aux vitrines artistiques, d'entrer dans les églises, les musées, de se promener le soir dans les vieilles rues. Voilà ce que j'envie et voilà la liberté sans laquelle on ne peut pas devenir un vrai artiste. Vous croyez qu'on profite de ce qu'on voit quand on est accompagné ou quand pour aller au Louvre, il faut attendre sa voiture, sa demoiselle de compagnie ou sa famille? Ah, crénom d'un chien, c'est alors que je rage d'être femme. » Donc, c'est ces restrictions, ce manque de liberté qui signifie pour Bashkirtsev qu'elle ne peut pas aller dans le Jardin des Tuileries et se représenter à l'intérieur et à l'extérieur comme l'avait fait Manet. Donc, les sujets qui sont privilégiés par Baudelaire, par Manet, par tout ce cercle d'artistes d'avant-garde qui disent que c'est ça, comme ça, c'est ça qu'on représente pour être peintre aujourd'hui, elles n'y ont pas accès. Très difficile de devenir artiste à cause de l'éducation, très difficile aussi de peindre la vie moderne à cause de la façon dont elles sont élevées et des restrictions physiques qui leur sont imposées. Donc, quelle est
est-ce qu'on peut réfléchir à une expérience de la modernité qui serait l'expérience des femmes? Est-ce qu'elles peuvent représenter cette expérience de la modernité? Et donc, ce qu'on a commencé à faire avec l'histoire de l'art féministe, qui est le courant auquel j'appartiens et sur lequel je travaille, c'est de réfléchir à la modernité d'une autre façon, de dire oui, OK, le flâneur, c'est un groupe social en particulier qui peut faire ça. Mais ça ne veut pas dire que les autres groupes sociaux ne faisaient pas eux aussi l'expérience de la modernité. Et donc, c'était quoi, pour une femme de la classe sociale de Berthe Morisot, ça avait l'air de quoi, la vie moderne? Et en se repenchant de cette façon-là, on peut voir que c'est de cette façon-là que c'est ça qu'elles sont en train de représenter. Donc ici, Berthe Morisot va représenter sa mère, sa sœur, des intérieurs domestiques qui sont sa vie quotidienne. C'est de ça qu'elle fait l'expérience et c'est ça qu'elle va montrer. Donc ici, elle représente sa mère et sa sœur. Berthe Morisot fait partie du groupe des impressionnistes dès le début. Donc c'est important de noter que les impressionnistes sont un groupe d'artistes qui n'avaient pas énormément de succès dans les académies, dans les expositions officielles, et ont commencé leurs propres expositions. Donc, ils sont rassemblés en groupe qui s'appelait la Société Anonyme, parce qu'ils n'ont pas trouvé de nom qui était meilleur que ça. Ils se sont rassemblés et ils ont décidé d'exposer par eux-mêmes leur propre groupe. Ça a l'air normal aujourd'hui de faire ça, mais en 1874, la première fois que ça a été fait, c'était assez révolutionnaire. Et Morisot, alors qu'elle avait pas mal de succès dans le monde officiel, a décidé de se joindre aux impressionnistes parce qu'elle était plus d'accord avec leur façon de peindre, avec leur préoccupation quant au sujet et aussi quant à la façon de peindre. Une des premières œuvres qu'on connaît d'elle et qu'elle expose à la première exposition impressionniste est celle-ci, Le Berceau, où elle représente sa sœur, Edma Morisot, qui s'appelle plus Morisot à cette époque-là, mais j'ai oublié d'écrire son nom. Donc, qui représente sa sœur qui avait été, comme elle, qui avait suivi la même éducation et qui avait abandonné la peinture quand elle s'est mariée. Et donc, elle représente sa sœur... Ici, excusez-moi, j'ai des petits messages qui apparaissent en bas de mon écran, qui représente donc sa sœur avec son bébé. Et donc, on peut voir, on peut reconnaître ce regard sur un enfant, sur un bébé, un regard plein d'amour, un regard qu'on pourrait dire maternel. Elle représente la vie d'une femme de sa classe sociale, de quoi ça a l'air dans le monde moderne. Donc, on peut reconnaître les rideaux, la façon dont elle est habillée. C'est assez moderne comme environnement. Le berceau, le voile sur le berceau, etc. Donc, on peut voir qu'il y a quand même que non seulement c'est une chambre dans un appartement moderne, mais aussi assez aisée pour que les gens puissent être représentés de cette façon-là. Donc, ce qui devient le sujet du tableau, c'est pas la vie à l'extérieur, la vie bruyante, bruyante et vive du Paris moderne, mais c'est le Paris du domestique, de l'intérieur domestique, qui est représenté par Berthe Morisot, et on va le voir tout à l'heure aussi, en grande partie par Marie Cassatt. Il y a certains historiens de l'art qui voient cette représentation de la femme comme étant qu'elle est un peu coincée, d'accord, qu'elle est prise entre, puis là j'allais me promener mais j'ai pas le droit, mais qu'elle est prise entre la diagonale que forme le truc du berceau, là, le voile, le rideau derrière elle, le coin du tableau, donc elle n'a pas beaucoup d'espace. Et que oui, il y a tout cet amour qui est représenté dans son regard, mais qu'en même temps, il y a quelque chose du fait d'être coincée que Berthe Morisot a peut-être essayé de représenter en faisant ce portrait de sa sœur. Peut-être qu'on peut penser que Berthe Morisot, on sait qu'elle était déçue du fait que Edma avait arrêté de peindre et qu'elle avait complètement abandonné sa carrière, et que donc il y a peut-être un peu de ça aussi qu'on peut retrouver là-dedans. Du côté de la touche, du coup de pinceau, c'est vraiment ce qu'on associe avec les impressionnistes, un coup de pinceau qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, qui n'a pas du tout le degré de finition de la peinture traditionnelle.
Un autre exemple, la psyché. La psyché, c'était un genre de miroir qui tilt, hein, qu'on peut balancer, qu'on peut incliner. Voilà, j'ai écrit mon nom. Émile Zola, qui est l'écrivain, qui était aussi critique d'art, quand il va aller à l'exposition des impressionnistes, il va dire « Je ne puis également donner que quelques lignes à Mademoiselle », parce qu'à chaque artiste, c'est très rapide, à Mademoiselle Berthe Morisot, dont les toiles sont d'une couleur si fine et si juste. Cette année, la psyché et Jeune femme à sa toilette sont de véritables perles, où les gris et les blancs des étoffes jouent une symphonie très délicate. J'ai aussi remarqué les aquarelles délicieuses de l'artiste. Alors là, encore une fois, on a cette représentation de la vie moderne, mais d'une façon très différente de ce que va faire Manet ou les autres artistes de l'impressionnisme comme Degas ou Renoir. C'est une représentation de l'environnement de l'artiste. Donc, si Manet va se représenter avec ses amis qui sont flâneurs comme lui, aux Tuileries, en train de se mêler à la foule, ce que Morisot va faire, c'est représenter une jeune fille devant son miroir, en train de se préparer peut-être pour aller à un bal, pour aller à l'opéra, pour sortir. Donc, c'est de ça qu'ont l'air les femmes de sa classe sociale dans le Paris moderne. Elle est, on peut l'imaginer en train de peut-être soit d'attacher, c'est pas sa robe, hein, c'est son sous-vêtement, peut-être en train de s'attacher ou en train d'imaginer ça aurait l'air de quoi avec un corset, là, si elle resserre un peu. Il y a un moment, c'est un peu coquet, mais c'est très intime. Hein, c'est un moment d'intimité de la vie d'une jeune femme qui est représentée. Et on voit aussi l'intérêt de Morisot pour tout ce qui est les effets de la lumière, la façon dont la lumière va passer à travers les rideaux de la fenêtre, par exemple, devant la fenêtre. Donc, c'est pas la préoccupation avec la lumière externe, à l'extérieur, dans les paysages qu'on voit chez Monet et d'autres, mais la lumière à l'intérieur, parce que c'est encore les intérieurs domestiques qui sont représentés, comment la lumière va jouer avec les différentes surfaces. Comment elle se reflète dans le miroir, quel effet ça a, le fait que ça se reflète dans le miroir et donc on voit le reflet de la lumière sur le visage de la jeune femme. Et c'est intéressant de voir dans le commentaire de Zola l'idée que ça crée une symphonie. Hein, donc c'est comme c'est prendre quelque chose de visuel et de lui donner un nom dans la musique pour essayer de comprendre ou de décrire ce qu'elle fait avec ces blancs, ces pastels, ce gris, ce mauve très pâle, rose très pâle. Si on compare avec un artiste exactement de la même époque, William Bouguereau, on peut voir cette façon très, très différente de peindre. D'abord, les couleurs sont très différentes, mais la touche aussi, si on compare les vêtements hein, chez Bouguereau et chez Berthe Morisot, on peut voir la façon dont les vêtements sont représentés avec une touche très, très différente, beaucoup plus libre. Chez Morisot, qui va chercher à évoquer plus qu'à vraiment décrire. D'accord? C'est vraiment donner finalement une sensation, donner une impression que de montrer quelque chose de fini. Donc pour les critiques de l'époque, ça c'était absolument scandaleux parce que tu leur montres quelque chose comme le tableau de Berthe Morisot, puis ils te diraient mais c'est pas fini ça. Pour avoir l'air fini, il ne faut plus qu'on soit capable de voir la touche de l'artiste qui est passé par là. Mais les impressionnistes, ce qu'ils voulaient faire, c'est justement donner cette sensation, communiquer une impression. Et la vie moderne, on sait ce que c'est, ça bouge vite, on n'a pas le temps de rester là à peindre, d'accord? Et pour donner cette impression de rapidité, de ce côté éphémère et de la vie qui passe, ça prend une façon de peindre qui est différente. Et c'est ce qu'ont fait les impressionnistes. Ce qui est intéressant avec Morisot aussi, c'est qu'elle a poussé ça peut-être de façon plus radicale et peut-être plus loin qu'aucun autre artiste du groupe impressionniste, peut-être Monet seulement. Donc on continue de voir les mêmes préoccupations. D'une part, excusez-moi, vous n'avez pas de questions? Oui, on va la voir justement avec sa fille Julie. Ouais, bonne question. Donc, elle représente... elle n'en a pas encore. Sa fille n'est pas encore née ici. Et puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura 8 expositions impressionnistes. Et la plupart des artistes vont présenter des œuvres à 2, 3, 4, 5. Elle va en présenter à 7.
la seule exposition impressionniste à laquelle elle ne présente pas, c'est l'année où sa fille est née. Donc c'est vraiment, on voit que même avec tout le soutien qu'elle avait de la part de son mari, de Manet, de tout le cercle des impressionnistes, elle a énormément respecté. Et pourtant, on le sait, on ne peut pas tout faire. Et ouais, c'est vraiment très, très intéressant. Oui, ouais, 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 tout à fait. Ouais. Oui, elle est morte jeune. Excusez, je répète pour les gens qui sont pas ici, qui entendent pas. J'ai oublié. Excusez-moi, Benjamin. Donc, d'une part, cet intérêt pour le style, hein, très évanescent, une touche très, très légère, on a l'impression vraiment de ressentir les différentes textures de cet environnement féminin intime, hein. On a l'impression de ressentir la douceur de la peau, des cheveux, le velouté du ruban autour du cou, le satin, la houppette qu'elle utilise pour mettre la poudre sur ses joues, les fleurs. Et on a presque l'impression aussi de ressentir le parfum, l'odeur des fleurs, bien sûr, mais celle du parfum aussi. Et on a on voit les touches qui se distinguent à peine. On devine, on est encore capable de comprendre la robe, mais là, derrière elle, impossible de dire ce qui est en train de se passer. C'est comme si vraiment sa façon de peindre avait dissous tout ce qui n'est pas essentiel à la toile ou à ce qui est en train de se passer. Ce caractère éphémère, je voulais juste souligner ici que sa signature, elle la met en bas du miroir. Donc, c'est comme si elle s'identifiait ou elle identifiait son œuvre au côté éphémère, peut-être, de ce qu'on voit dans le miroir, au côté passant, rapide, qui est le caractère de la jeunesse, mais aussi peut-être le caractère de la vie moderne. Donc, c'est cet intérêt pour la vie moderne, pour l'essence de la vie moderne, pour l'expérience que fait une femme de sa classe sociale de la vie moderne qui l'intéresse. Et donc, on retrouve dans plusieurs de ces scènes d'intérieur, dans plusieurs de ces portraits de femmes aussi. Je voulais parler elle fait aussi des portraits à l'intérieur ou des images, des représentations de scènes de la vie de tous les jours à l'extérieur. Et c'est très souvent dans des jardins. Et le jardin, c'est un lieu qui est assez intéressant parce qu'il est comme... elle n'est pas dans la ville at large, loose, là, avec les foules. C'est un endroit qui est quand même assez contrôlé, hein. Donc, c'est un endroit qui est à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Donc, où il y a une certaine liberté, mais pas une liberté qui est entière. Donc, on revient ici à une première phase de l'œuvre de Morisot où on voit beaucoup plus de détails, hein, dans le tableau. En même temps, l'espace n'est pas tout à fait défini, donc on ne comprend pas exactement ce qui se passe derrière l'arbre. C'est assez flou, on comprend quand on est dans un arrière-plan. Comment on fait pour se rendre de l'avant-plan à l'arrière-plan? Il n'y a pas une délimitation ou une description très claire de l'espace qui est faite. En même temps, c'est très construit. Donc, on a la femme centrale qui est encadrée entre les deux arbres avec le filet, hein, en diagonale. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments géométriques dans la toile aussi. Donc, il y a une espèce de tension presque entre le côté moins défini, la touche légère, et le côté beaucoup plus défini et plus géométrique. En même temps, cette femme, j'ai l'impression, la façon dont elle nous regarde, elle est quand même en contrôle, hein, de son espace. Donc, ce n'est pas la femme victime, la femme objet qui n'a aucun contrôle sur sa vie. On a quand même l'impression que, bon, dans les circonstances limitées dans lesquelles elle se trouve, elle a quand même une possibilité de prendre le contrôle de cet espace. Ici, alors ça c'est une toile intéressante où elle représente Julie Manet, sa fille, avec la nourrice qui prend soin d'elle. Et c'est une toile, je n'en connais pas d'autres dans l'histoire de l'art, qui montre ce genre de scène et qui est en fait en plus peinte par une femme. Donc c'est une femme qui représente une autre femme en train de travailler et grâce à laquelle elle peut faire son travail à elle. Hein? Donc, il y a toute une... donc, c'est deux femmes en train de travailler, en fait, l'une dans l'emploi de l'autre.
Il y a toutes sortes de choses évidemment qu'on peut dire, mais là encore, dans la forme, on sent vraiment le fait que les formes sont en train de se dissoudre et qu'on est en train on est en train de perdre presque la définition de ce qui est en train de se passer. Donc on a la nourrice, on voit le bébé, à notre gauche, donc à la droite de la nourrice, on voit un parasol et à sa gauche, à notre droite, il y a un chapeau qui est par terre. La nourrice porte déjà un chapeau, donc c'est probablement ou peut-être le chapeau de Berthe Morisot. Donc c'est la présence de Berthe Morisot aussi dans cette toile où elle a représenté sa fille avec sa nourrice. Drôle de lapsus, excusez-moi. Il y a un critique d'art. Oh, pardon. Donc c'est une scène de travail qui est vraiment très, très particulière et où on peut se demander la relation entre ces deux femmes et la relation entre chacune de ces femmes et l'enfant qui est représenté. Et le fait que pour qu'une femme puisse... ce déchirement, hein, cette séparation que plusieurs femmes et hommes maintenant, mais moins au 19e siècle, ont besoin de faire pour arriver à jumeler, à faire l'harmonie, ou comme on appelle ça, travail-famille. L'équilibre, ouais, c'est parce que je ne l'ai pas encore atteint que j'oublie le mot. Un autre exemple donc, de cette jeune femme qui est en train de tricoter, elle aussi à l'extérieur, donc en train de pratiquer de faire des choses qui sont traditionnellement associées aux femmes. Hein. On les voit souvent dans les jardins avec des enfants, en train de tricoter, en train de coudre, de rapiécer des choses. Et là encore, on est en train de voir la forme qui se dissout. Elle est vraiment en train de pousser les limites de la représentation pour voir jusqu'où elle peut aller, jusqu'à ce qu'on arrête de voir complètement. J'avais une citation, je pensais que je l'avais écrite, je suis désolée, mais je vais vous la citer. C'était au sujet de la nourrice, où il y a un critique de l'époque qui écrit « Madame Morisot a fini par exagérer sa manière au moyen d'estomper des formes déjà imprécises. Elle ne fait que des débuts de début. » D'accord? Donc là, on peut voir vraiment que « Wow, Berthe, finis ta toile » avant de nous la montrer. Et vous pouvez voir au coin, en haut à droite, pardon, si vous regardez, on peut voir la toile hein, en dessous. Donc, elle n'a même pas recouvert de peinture toute la toile. Ça, c'était inacceptable pour la fin du 19e siècle. Et Frucy, donc le même critique, il dit « Un pas de plus et distinguer ou comprendre quoi que ce soit deviendra impossible. » Donc, c'est très radical ce qu'elle est en train de faire pour le 19e siècle. On parle beaucoup des artistes impressionnistes femmes parce qu'elles représentent des scènes avec des femmes et des bébés, c'est des belles couleurs pastel, que c'est très léger. Et on oublie à quel point, en fait, c'était une expérimentation qui était poussée, qui était radicale, qu'elles étaient en train de faire et qui très, très souvent allait au-delà de ce que faisaient leurs collègues masculins et qui très souvent était vue comme menaçante par la critique, par les regardeurs de l'époque. Et je voulais en fait terminer Morisot avec cet autoportrait. La façon dont elle se représente, on est rendu en 85, donc ça, ce genre d'œuvre, ça fait déjà quelques années qu'elle est en train de dissoudre la forme complètement. Quand elle se représente, elle, on dirait que la forme reprend. Hein. Il y a quelque chose de très physique, de très tridimensionnel dans son tableau. Le fait qu'elle est en 3/4, donc ça donne une profondeur et on la sent vraiment. On sent que son corps est là, son regard est très vif, très perçant. La palette, le pinceau, on les distingue à peine. Elle veut vraiment qu'on se concentre sur sa figure et sur sa personne. Elle a les cheveux gris à 44 ans. Et c'est une époque dans sa carrière où elle a déjà atteint pas mal de succès et de reconnaissance. Donc, la critique, il y en a qui trouvent ça épouvantable parce que c'est un début de début. Il y en a d'autres, par contre, qui apprécient beaucoup ce qu'elle est en train de faire. Donc, c'est comme tout dans la vie, hein, c'est pas noir ou blanc. Elle est
d'une certaine façon, vraiment arrivé à quelque chose dans sa carrière qui était presque impossible pour une femme de sa classe sociale. Elle a bénéficié de beaucoup de soutien, mais elle a aussi, évidemment, énormément de talent et aussi un peu une... comment on dit tête de cochon sans dire tête de cochon? Elle a beaucoup de drive, là, qu'elle ne va pas se laisser faire, d'accord? Mais malgré cela, elle dira vers la fin de sa vie, « Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un homme traitant une femme d'égal à égal, et c'est tout ce que j'aurais demandé, car je sais que je les vaux. » Donc, elle est consciente, elle est très consciente du travail qu'elle a fait, de où est-ce qu'elle est arrivée, de qu'est-ce qu'elle a réussi à faire, mais qu'en même temps, on la regarde de façon différente et que le succès qu'elle a eu aurait été différent ou elle aurait été encore plus reconnue si elle avait eu un homme. Certainement, elle aurait eu beaucoup moins d'entraves. À la toute fin, à son décès, sur son acte de décès, on lit « sans profession ». Donc, voilà, encore du chemin à faire. Marie Cassatt, qui est peut-être, je ne sais pas, peut-être moins connue que Berthe Morisot, c'est une artiste états-unienne. C'est la seule artiste venant des États-Unis qui va exposer avec les impressionnistes. Elle ne se marie jamais, n'a jamais d'enfant. Mais elle va devenir très amie avec Degas. C'est Degas qui va l'inviter à venir exposer avec les impressionnistes. Et c'est grâce à elle beaucoup que les impressionnistes vont être connus aux États-Unis. Elle vient d'une famille très, très aisée de la Philadelphie. Et elle écrit à ses amis, elle leur dit « Hey, il y a un super groupe d'artistes contemporains qui s'appelle les... Bon, vous voulez des tableaux ?» Puis c'est grâce à elle beaucoup que les impressionnistes, qui ont un succès mitigé à un moment donné, pendant les années 80 encore en France, vont avoir beaucoup de succès et vont vendre des tableaux aux États-Unis. Et pourquoi on retrouve tellement de tableaux dans les collections états-uniennes. Donc, elle va commencer à exposer avec les impressionnistes en 77. Ici, elle représente sa sœur. Donc, comme Berthe Morisot, c'est Lydia qu'elle représente. Donc, il faut prendre un peu l'idée qu'il n'y a pas de flâneuses, d'accord, ou du moins, c'est beaucoup plus limité. Elles ne peuvent pas se promener librement, mais elles peuvent quand même sortir et faire l'expérience du Paris moderne. Dans les années 1865, dans les années 60... de 60 à 75, c'est la construction de l'Opéra de Paris, qui est un des bijoux, des joyaux du Paris moderne. Et on peut voir en entrant à l'intérieur de l'opéra que c'est vraiment un lieu d'opulence, hein, et ces endroits qui sont extrêmement ouverts. Donc, pour arriver à la scène, de droite à gauche, d'accord? Donc, il y a l'entrée, ensuite, il y a l'espèce de grand escalier et ce grand espace. Puis ensuite, on arrive à là où sont assis les gens. Et finalement, on arrive tout à gauche. Là, ce que vous voyez, c'est la scène. Donc, les deux premiers espaces, là, la moitié droite, là, les deux premiers espaces, il ne se passe rien. D'accord? C'est vraiment des gens qui se promènent, qui regardent. Qu'est-ce qu'elle porte? Avec qui elle est venue? Ah, ils ne sont plus ensemble. Tu sais, c'est tout ce truc-là qui est là. Donc, c'est pas seulement le pari spectacle d'aller voir le ballet, aller voir l'opéra, mais aller regarder les autres et être vu aussi. D'accord? Donc, faire attention à la façon dont on se présente. Donc, toute cette spectacularisation de la ville, elle est vraiment inscrite à l'intérieur de l'architecture d'un bâtiment comme celui de l'Opéra de Paris. Donc, on peut voir ici le moment de l'inauguration où c'est vraiment ce qui est intéressant. Ce n'est pas le spectacle. Qu'est-ce qui a joué l'inauguration? Est-ce que c'était l'opéra? C'était qui? On s'en moque. Ce qu'on veut vraiment voir, c'est qu'est-ce qu'il portait, comment il a fait pour monter. Il était entouré de qui? Le 75, ouais. Donc, la façon dont Cassatt représente sa sœur ici, c'est une femme qui est quand même représentée avec... elle a beaucoup d'aisance, hein, beaucoup de confiance dans ce lieu public. Elle est probablement accompagnée. Il aurait été très rare de voir une femme toute seule, mais Cassatt ne la représente pas avec la personne qui l'a accompagnée, elle la représente toute seule. La façon dont l'espace est organisé nous permet de penser que elle n'est pas en train de regarder la scène, mais qu'elle est aussi en train de regarder autour d'elle. Le fait, si vous regardez juste au-dessus de sa tête, le chandelier est baissé. Donc, la façon dont ça se passait, c'est que quand c'était l'entracte, le chandelier baissait pour
pour qu'on puisse voir où on allait, là. Puis après ça, quand c'était le spectacle, on remontait le chandelier, donc l'espace devenait... il y avait moins de lumière. Donc le chandelier est baissé, c'est le moment de l'entracte. Puis là, tout le monde est en train de regarder si les configurations dans les loges ont changé ou autre. On peut voir aussi qu'elle n'est pas la seule qui est en train de regarder. Donc juste derrière elle, entre elle et son reflet, hein, dans le miroir, on voit un homme qui a l'air d'être en train de regarder autour de lui ce qui est en train de se passer. Elle représente aussi ces jeunes filles qui ont l'air d'être à l'opéra peut-être pour la première fois. Je ne sais pas comment vous les trouvez. Elles ont l'air moins à l'aise, hein, que sa sœur. Elles sont toutes droites, hein, toutes comme cachées derrière son éventail pour pas trop qu'on la voie, alors que l'autre est comme super décontractée. Et donc, elles tiennent de façon très rigide, très formelle. Elles n'ont pas l'air d'être tout à fait à l'aise, mais c'est comme si elles savaient que ça fait partie d'être une jeune femme de cette classe sociale. Il faut qu'on fasse ça, donc il faut qu'on brise la glace à un moment donné, et on y va. Cette toile est souvent comparée à un tableau de Renoir, qui est la première sortie. Donc, qui représente aussi une jeune fille qui va à l'opéra pour la première fois. Mais Renoir la représente de façon très différente de ce que fait Cassatt. Donc, Cassatt, elles sont toutes rigides, elles sont mal à l'aise. Celle de Renoir, elle est juste excitée, elle est juste contente d'être là. Est-ce que ça veut dire que la façon dont Cassatt les représente est plus vraie que ce que Renoir a fait? Bon, je vois des gens qui sont comme femmes. Ouais, je sais pas, c'est difficile de dire et c'est pas ce que je veux dire, mais c'est des expériences qui sont différentes. Donc, pour montrer qu'il y a un éventail d'expériences. Souvent, ce qu'on va voir chez Renoir, surtout chez d'autres hommes impressionnistes ou peintres, c'est toujours que ces jeunes filles sont excitées, elles sont toujours contentes d'aller au spectacle, de voir, d'être vues, etc. Alors que Cassatt, et des femmes impressionnistes vont montrer plus que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile pour ces femmes-là d'être là. Un autre exemple de Renoir, celle-ci, c'est vraiment ce qui est décrit comme la femme objet. Hein? Elle est vraiment là pour être regardée. Elle est toute bien habillée. La façon dont elle est habillée permet de croire que ce n'est pas sa femme, c'est pas la femme de l'homme qui est derrière elle, c'est plutôt sa maîtresse, parce qu'une femme respectable de la haute bourgeoisie ne s'habillerait pas de façon aussi ostentatoire. D'accord? Donc, il y a trop de dentelle, il y a trop de frafla, flouflou, il y a trop de perles, de bijoux, de machin. La fleur, la coiffure, c'est trop. Si tu es une femme respectable... L'homme derrière elle a l'air d'avoir déjà, comme il est plus tellement intéressé, hein, il est en train de regarder sa prochaine proie. Elle est où? Et puis ça ne semble pas la déranger. Ça ne la dérange pas qu'on la regarde, ça ne la dérange pas que son chum soit en train de regarder autre part. C'est son rôle dans la vie, elle l'accepte, elle est contente avec, elle a un joli sourire. Il n'y a rien de très menaçant. Et on voit vraiment ces expériences très différentes que représente Renoir par rapport à Cassatt. Un autre exemple d'une femme au théâtre. Puis là, je vous laisse regarder et vous me dites ce que vous trouvez qui est amusant dans cette toile-là. Oui, c'est ça. Alors, il y a un homme qui est comme en train de tomber du côté du balcon. Donc, elle, c'est une femme habillée en noir et elle est très probablement toute seule dans la loge. Elle peut être toute seule dans la loge. Pourquoi? Parce que c'est une veuve. Et donc, quand tu arrives au statut de veuve, je ne dis pas que c'est quelque chose à laquelle on aspire à arriver, mais que quand tu arrives au statut de veuve, tu as beaucoup plus de liberté dans le Paris du 19e siècle. Tu n'appartiens plus à ton père, tu n'appartiens plus à ton mari, tu es ta propre personne. Elle est en contrôle de sa fortune. Et donc, elle est représentée là. Elle est probablement très consciente qu'il y a le bonhomme qui est en train de la regarder. Elle a les jumelles tout droit devant elle. Hein? Elle n'a pas les jumelles vers la scène. Elle a les jumelles tout droit devant elle. Donc, elle est probablement en train de
tu sais, de regarder ce qui se passe autour de la même façon. Donc, alors que Cassatt a représenté ces jeunes filles qui étaient toutes mal à l'aise, elle représente différentes expériences possibles d'une femme à l'intérieur du théâtre. Donc, les jeunes filles toutes mal à l'aise, sa sœur qui était assez décontractée et elle qui est vraiment en possession du regard, hein, en possession du regard dans une culture qui est une culture du regard, qui est une culture du regarder et du être vu. J'avais commencé avec ce fauteuil bleu, donc juste rapidement parce qu'on arrive presque à la fin, mais c'est une autre expérience de la féminité. Voyons, pardon, excuse-moi. Cassatt s'est tournée vers la représentation des enfants, des femmes avec des enfants, soit des mères avec des enfants ou des nourrices, des bonnes. Et ici, elle a l'air d'une fille qui... Elle est bien élevée, évidemment, elle est d'une classe sociale assez aisée et tout, mais là, il n'y a personne qui la regarde, puis elle est comme... Oh, toute affalée sur le fauteuil. Donc, c'est comme... Il y a un petit côté un peu rebelle, hein, je trouve, à cette petite fille qui regarde son chien à moitié. Je sais pas, est-ce qu'elle va peut-être aller l'écœurer un petit peu, le réveiller, jouer avec. Elle n'a rien à faire, elle n'a rien à regarder. C'est un peu peut-être aussi l'ennui pour certaines personnes de cette classe sociale. Mais oui. Ah, ok. Mais, mais quoi qu'il en soit, c'est une représentation qui est très moderne, qui est très différente de l'enfance. D'accord? Où d'habitude, on a les enfants qui sont comme des petits adultes, hein, en art, on les voit, qui sont toujours très bien, qui se comportent très bien. Ici, au contraire, on a un sens très différent de ce qu'est l'enfance. Ces gros fauteuils, hein, qui sont comme trop gros, trop rembourrés, qui sont un peu désorientants, mais en même temps qui sont très, très confortables. Une toile qui est vraiment intéressante, qui représente deux femmes en train de prendre le thé. Probablement Lydie avec une amie, et on serait chez Lydie. Donc la femme en brun, elle porte pas de gants, pas de chapeau, alors que l'autre, elle a des gants et un chapeau. Donc elle serait celle venue de l'extérieur prendre le thé. Le service à thé, si vous allez à Boston, au musée des Beaux-Arts, vous pouvez le voir. C'est le service à thé qui est là. Je pense qu'il y a juste un morceau qu'ils n'ont pas retrouvé. Et là, c'est une représentation différente de l'espace. Un espace qui est assez restreint. La façon dont la table et le service à thé semblent rentrer dans leur espace à elles. Elles sont coincée encore une fois avec le fauteuil ou le sofa qui est derrière elle, le papier peint aussi, le motif sur le papier peint a l'effet d'aplatir l'espace. Fait que c'est comme si elles étaient prises entre ce qui est derrière elles et ce qui est devant elles, et donc leur espace est très très restreint. C'est une scène de loisirs, d'accord, il ne se passe pas grand-chose, elles ne sont pas dans les mines de sel, là, elles sont pas en train de suer, de travailler, mais en même temps, ce n'est pas un espace qui est confortable. Ce n'est pas une vie qui est complètement libre pour ces femmes. Il y a quelque chose d'un peu claustrophobe. Oui? Oui. Oui. Oui, c'est fascinant. Oui, oui, vous avez raison. Oui, on dirait, je vais juste répéter, on dirait vraiment que comparé à la petite fille, c'est comme si elle réfléchissait à leur enfance, puis le bon vieux temps quand on était libre comme ça, on pouvait juste s'effoirer dans un fauteuil, excusez-moi, hein, c'est le meilleur mot, sans que personne ne voie, alors que là, oui, il y a vraiment un regret, il y a une conscience, hein, on dirait, de cette, je sais pas, avec les jeunes filles à l'opéra entre les deux, hein, on dirait. Oui, oui. Oui, tout à fait, ça donne l'impression de barreau, ouais. Je pense plus pour nous maintenant qu'à l'époque, mais oui. Mais tout à fait, il y a vraiment un effet, puis parce que tout est rose aussi, donc ça aplatit
alors que d'habitude, il y a des façons de construire, il y a des règles pour construire la profondeur en histoire dans l'art. Hein, il y a des règles qu'il faut suivre et elle est en train de briser toutes ces règles-là pour vraiment aplatir l'espace et les compresser à l'intérieur de ça. Et puis, et en même temps, il y a des cercles. Donc, il y a le cercle du chapeau, les deux cercles du chapeau, de la tête, de la tasse, de la soucoupe. Il y a des cercles, mais qui sont aplatis. Ça a l'air d'être très spontané, hein, mais en fait, il y a une construction vraiment très réfléchie qui est derrière ça. Je voulais juste très, très rapidement parler des scènes pour lesquelles Marie Cassatt est plus connue, peut-être, ces scènes de femmes avec des enfants. Et elle va beaucoup s'inspirer des estampes japonaises qui ont énormément de succès en France à cette époque-là. Il y a une exposition en 1890 d'estampes japonaises où Marie Cassatt va les collectionner. Et on peut voir cette préoccupation avec des scènes de tous les jours. Ici, avec l'art des estampes japonaises, c'est un art où on va donner de l'importance à ces scènes de tous les jours, d'accord? Elles sont assez importantes. Une femme qui donne le bain à son enfant, c'est un sujet qui mérite d'être montré en art. Ça, c'est nouveau. C'était pas avant, il fallait montrer des mythes, des trucs religieux et autres, des grandes scènes d'histoire. Ici, non, une femme avec un enfant, c'est suffisant. Un autre exemple, donc Marie Cassatt va aussi faire des estampes, elle aussi, donc essayer de reproduire le style de la gravure japonaise. Mais ce qu'elle va faire aussi, c'est que parce que ce sont des estampes, il y en a beaucoup d'exemplaires qui sont disponibles. D'accord? Un tableau, il y en a un seul. Mais une estampe, une gravure, t'en fais plusieurs. Donc elle dit que ça permet aux gens de pouvoir en acheter, que ça permet à tout le monde d'avoir de l'art chez eux. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour elle. Il y en a qui trouvent que ça dilue son art, d'accord, parce qu'elle est snob, qui vont toujours être snob, qui vont dire « Ah ben non, t'es une vraie artiste, ne devrait pas faire des choses comme ça ». Mais Marie Cassatt, elle est vraiment convaincue que c'est important, que les gens devraient posséder de l'art, avoir de l'art chez eux. Est-ce que vous avez une question ou... Non, ok. Juste d'autres exemples qui montrent encore cet emprunt qu'elle va faire. L'estampe de gauche est une estampe très connue dans la gravure japonaise et dont Cassatt a un exemplaire chez elle. Et elle va représenter donc ce même genre de regard sur le miroir, mais de façon très différente que l'a fait Morisot. Hein. Alors que Morisot, il y avait encore quelque chose d'un peu coquet dans la façon dont la fille se regardait, elle s'arrangeait, elle faisait ses cheveux. Ici, c'est beaucoup plus... il y a moins de cette coquetterie. Et même si la poitrine est dénudée, il n'y a aucun intérêt à représenter les détails de la poitrine. Et encore une fois, ce genre de scène de la vie de tous les jours, la vie quotidienne, mais qui vaut la peine d'être représentée parce que c'est la vie quotidienne, c'est la réalité des femmes qu'elle représente. Voilà, donc une autre, j'en ai plein d'autres, mais je sais pas, si vous avez des questions, je vais m'arrêter là. Beaucoup de jeux de miroir. OK. Ben, je peux continuer, je peux vous parler très, très rapidement. En fait, les scènes avec les enfants comme ça sont intéressantes aussi d'une certaine façon où on a l'impression qu'il y a une continuité de mère en fille qui est en train de se produire. Donc, c'est comme si la mère était en train d'apprendre à la fille de la socialiser, hein, de lui apprendre comment être une jeune femme de cette classe sociale dans cette société. Donc, elle lui apprend à se regarder dans le miroir. Elle lui apprend à coudre ou à faire toutes ces autres occupations qui sont des occupations de jeunes femmes. Celle-là, juste parce que je la trouve jolie. Et qu'on a tous... mais des moments très intimes, hein, et alors qu'elle n'en a pas nécessairement fait la connaissance parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, mais elle a une certaine sensibilité vraiment à montrer ce confort, hein, cette familiarité entre une femme et son enfant, ces moments très précieux de ne rien faire, qui peuvent être des moments d'ennui, mais qui sont aussi des moments de chérie, hein, auxquels on va réfléchir ou desquels on va se rappeler plus tard. J'avais apporté rapidement, s'il n'y a toujours pas de questions,
pour vous parler des deux autres femmes impressionnistes, donc Marie Bracquemond, elle a toute une carrière. Elle commence, elle n'est pas parisienne. Elle commence sa carrière à l'extérieur de Paris. Et elle est très, très rapidement reconnue. Elle est engagée par l'État pour faire des copies de tableaux fameux. Donc, c'était quelque chose qu'on faisait. Si tu étais l'empereur, tu engageais quelqu'un pour faire une copie d'un Delacroix, puis là, tu l'envoyais à ton ami, je ne sais pas où. Et donc, elle va faire ça pendant assez longtemps. Elle va se lier d'amitié, elle va exposer avec les impressionnistes. Et là, elle va adopter cette touche qu'on associe avec la touche impressionniste, mais aussi cet intérêt pour les représentations de la vie moderne, de la vie de tous les jours. Il y a deux choses très difficiles qui vont lui arriver, par contre. L'une, c'est que quand elle va avoir un enfant, et elle va avoir énormément de problèmes pendant son accouchement. Et là, ça va l'affaiblir beaucoup. Elle accouche en 1870, qui est le moment de la guerre entre la France et la Prusse à Paris. Et donc, elle a très peu accès à des services de santé. Donc ça va beaucoup l'affaiblir, ça va affecter sa carrière. Ce qui va affecter sa carrière encore plus, c'est que son mari, Félix Bracquemond, est très, très jaloux de sa carrière, très jaloux de son succès. Et il ne veut pas qu'elle ait de rapport avec les impressionnistes. Il ne veut pas qu'elle peigne dans ce style-là. Et à la fin, l'enfant, en fait, parle de son environnement là, quand il grandissait, et le fait que ses parents s'engueulaient sans arrêt parce que le père ne voulait pas que la mère peigne. Et donc, elle va abandonner la peinture parce qu'elle en a marre. Donc, ça, on peut voir la différence. Tante Morisot, qui a énormément de soutien autour d'elle, de sa famille, des hommes dans sa famille, et quelqu'un comme Bracquemond qui va finir par dire ça va suffire. Il était peintre, oui. Et il est surtout connu pour la gravure. Et en fait, là, je l'ai dépeint comme un très méchant, mais il a fait des innovations très intéressantes dans le domaine de la gravure. Mais c'est ça. Mais ouais, question genre, il fallait pas, les femmes, elles avaient une place, puis c'était pas à ses côtés. Et puis, donc, la dernière artiste, la quatrième artiste femme qui a exposé avec les impressionnistes, c'est Eva González. Elle était élève de Manet. C'est la seule élève que Manet ait eue. Il n'a jamais eu d'autres élèves, ni garçons, ni hommes, ni femmes. Donc, c'est assez impressionnant que la seule élève qu'il ait pris ait été une femme. Et on peut reconnaître un peu le style de Manet au tout début de l'œuvre d'Eva González. Ici, elle représente sa sœur donc, c'est la sœur d'Eva, Jeanne, avec Henri, qui est le mari d'Eva. D'accord? Donc, elle les représente donc ensemble dans la loge, parce que tu vas souvent prendre comme modèle ta famille, parce que tu vas prendre d'autres. Et finalement, elle va, elle aussi, beaucoup plus adopter une esthétique impressionniste, aller chercher dans les blancs aussi, voir comment représenter cette lumière dans un intérieur domestique. Eva González va mourir très jeune, comme vous voyez dans ces dates. Elle va mourir en fait en couche. Donc, c'est ça la réalité des femmes à cette époque-là. Donc, toutes ces entraves, malgré lesquelles elle a quand même laissé quelques œuvres derrière elle, et dont on se souvient, mais pas beaucoup. Donc, voilà, elle est beaucoup moins connue que les deux autres. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou des questions. Oui. Oui. Marie Cassatt, il y en a énormément. Aussi, je n'ai pas les chiffres en tête, mais donc Marie Cassatt a laissé beaucoup de toiles, beaucoup de gravures aussi, et elle est très reconnue elle aussi pour l'histoire de la gravure et les avancées techniques qu'elle a faites, parce qu'elle a fait elle et Degas, en fait, étaient très intéressés par la gravure, mais dans les centaines aussi. Marie Cassatt, elle est très, très prolifique, elle a vécu très longtemps, et elle n'a pas été ralentie par les enfants. Marie Bracquemond. Alors, Marie Bracquemond, elle en a laissé, là encore, je ne connais pas les chiffres, un nombre assez
intéressant, mais c'est surtout les copies. Ses œuvres à elle, individuelles, il y en a peut-être une centaine qu'on connaît maintenant. Le problème, le truc, c'est qu'elles sont en train d'être découvertes aussi, parce qu'il n'y a jamais personne qui s'est intéressé à Marie Bracmont. Puis c'est maintenant qu'on s'intéresse plus aux carrières des femmes qu'on s'intéresse à elles. Eva González, très peu. J'en connais 15-20. Oui, c'est difficile d'en monter, c'est certain. Une exposition qui serait plus sur quelque chose comme les femmes au 19e siècle, ça nous permettrait d'en inclure de femmes qui sont moins connues. Et de plus en plus, on commence à voir ça. On a de la chance avec Morisot et Cassatt qu'on a beaucoup, beaucoup d'œuvres. Donc, on peut faire une exposition sur les femmes impressionnistes ou de l'époque de l'impressionnisme qui inclurait d'autres artistes aussi, mais un corpus qui est très fort à partir de Morisot et Cassatt. Mais Cassatt, je pense qu'elle est moins connue, hein, elle n'est pas encore très très connue. Elle est connue aux États-Unis parce qu'ils la réclament. Mais, mais les Français disent que c'est plutôt une peintre française parce qu'elle a peint en France. Oui. Ah, bah tant mieux, merci.